Tu es prêt, Léon? Parfait. Parfait. Donc, de nouveau, bonjour à vous tous. Nous sommes ravis de vous compter avec nous ce matin pour notre première édition du Live Friday Morning Coffee. Léon Kirsch, responsable de la gestion, gérant de la stratégie Accent European Value, ayant plus de 20 ans d'expertise dans ce domaine, vous présentera ses perspectives de marché et comment notre stratégie s'est comportée depuis le début de la crise Covid-19. Lorsque la crise Covid-19 a éclaté, l'équipe de gestion DCP a profité de l'occasion pour réévaluer et améliorer son processus d'investissement en créant un nouvel outil appelé le Quality Value Framework. Ce nouveau dispositif est un mécanisme quantitatif qui filtre les entreprises qualitatives les plus rentables. De plus, nous avons accentué l'intégration des paramètres ESG au sein de notre processus d'investissement. Ces derniers représentant, à notre avis, une part importante du succès futur. Enfin, nous voyons ces dernières semaines cette rotation en faveur du value et prenons donc l'opportunité pour vous montrer comment nous nous situons sur le marché actuel et comment notre structure a les capacités de délivrer une belle croissance au travers de ces investissements. Après la présentation de Léon Kirsch, si nous avons le temps, nous serons ravis de répondre à vos questions que vous pouvez soumettre via le chat qui se trouve en bas de votre écran. Léon, je te laisse maintenant donner la présentation. Merci beaucoup, Géraldine. Voilà. Bonjour à tous. On ne peut pas vous servir aujourd'hui à travers Zoom un café, mais je pense et j'espère que je peux vous donner notre vue sur cette rotation pendant les 30 prochaines minutes. En fait, la performance du style value, du style d'investissement value n'a pas été tellement bonne depuis la crise financière, comme nous le savons tous. Ceci a été un phénomène à l'échelle mondiale, comme je montre, ou global. Si je montre, comme je montre ici sur les deux graphes, l'un pour l'Europe et l'autre pour les États-Unis. Si vous regardez côté gauche, donc pour l'Europe. Léon, pardon, il faut que tu partages ton écran. Ah, je suis désolé. Merci. Voilà. Un instant. Parfait, c'est visible maintenant? Oui. Ok. Sur ce slide, je montre deux graphes. Côté gauche, donc, vous avez la performance le plus bas du marché après la crise financière depuis mars 2009 à aujourd'hui en Europe. Et je compare la MSCI Europe Value contre la MSCI Europe Growth. Si vous regardez en Europe, un investissement de 100 € à l'époque, investi dans le value, vous aurez donné, c'est la ligne noire, vous aurez donné en fait une performance d'environ 6,9% par an. Donc voilà. Si vous investissez par contre dans le growth, qui est la ligne orange, vous aurez eu une performance totale, un rendement de 11,5% par an. Et ce qui, sur la période, vous donne quand même une divergence en termes de revenus c'est du simple au double. Si je regarde côté droit, là je montre la performance du value contre le growth depuis 1975. Vous voyez que effectivement la performance du value était assez décevante sur cette période, comme la performance était quasi de moitié la performance du value.
Je pense que la tendance est encore accentuée malheureusement pendant la pandémie. Comme les investisseurs se sont rués vers la qualité, les titres, les stay-home stocks, les valeurs technologiques et les défensives. Chez ECP, nous comparons un peu la divergence entre le value et le growth à un élastique. Le plus cet élastique il est tordu, le plus de tension il y a pour qu'il revienne à la normale. Et nous pensons qu'actuellement, cet élastique est vraiment surtendu. En fait, à nouveau, je montre côté gauche le marché l'Europe et côté droit le marché américain. En Europe, là c'est de JP Morgan, donc on montre ici la valorisation du style value contre en termes de price earning, donc ratio prix-bénéfice relatif au marché en général. Et vous voyez qu'actuellement, on se trouve à un niveau qui, en termes de valorisation, on est valorisé à un écart type en dessous du marché dans son ensemble. Ce qui est quand même une situation assez rare qu'on a une fois brièvement connue pendant la crise financière, mais avant, on la connaissait au pic de la bulle Internet et on sait tous bien qu'il y a eu un retour de l'élastique assez fort avec une performance sous-jacente du value qui était très impressionnante. Si je regarde aux États-Unis, on voit ici, donc là on compare des quintiles, donc les 20%, la valorisation des 20% des sociétés dans le S&P qui sont le plus bassement valorisées versus les 20% qui sont où la valorisation est la plus élevée. Et il s'avère effectivement, depuis les années 90, on est à un niveau de valorisation du value qui est le plus bas depuis toute cette période. Donc, c'est vraiment statistiquement, c'est vraiment une situation extrême qui montre la tension sur l'élastique. Mais naturellement, il nous faut un déclencheur. Et pour nous, le déclencheur, le numéro 1 pour un retour du value en faveur, c'est la réflation. La réflation est due à des conditions économiques meilleures et des conditions économiques meilleures vont amener des taux d'intérêt plus élevés. Et un tel environnement est extrêmement favorable pour l'investissement dans le value. Donc, si je regarde côté gauche, le graphe en haut, là, on montre une mesure de la raideur de la courbe des taux. En fait, c'est la différence entre le 10 ans américain et le 2 ans américain Treasury. Donc, il y a eu quand même un renversement de situation assez remarquable sur les derniers mois, parce qu'en août dernier, on avait une courbe des taux qui était quasi plate, voire légèrement négative. Donc, les attentes étaient toujours vers une baisse des prix, donc vers une déflation. On était dans un monde qui pensait que la réflation n'était pas un sujet. Ici, maintenant, sur les derniers mois, la courbe des taux s'est nettement raidie. On ne voit pas encore cela tellement en Europe, mais je pense que les États-Unis sont toujours un précurseur économique de ce qui va se passer probablement aussi dans le reste du monde. Donc actuellement, la différence entre les 10 ans et les 2 ans est de 76 pips. Le deuxième graphe à droite, c'est en fait
la vue de l'OECD sur la croissance économique. Donc les prévisions. Donc ça montre un peu les prévisions telles qu'elles étaient en novembre dernier, mais aussi lors de la crise, lors du lockdown, etc. Donc on voit bien, et nous pensons que actuellement on va plutôt aller direction, donc c'est non seulement une V-shaped recovery dans le medium case, mais on est plus dans le domaine vert qui va dans une direction de normalisation qui est très positive. Et on a vu en novembre qu'un déclencheur est effectivement des meilleures nouvelles sur un traitement dans le COVID, sur un vaccin, dans le déploiement d'un vaccin pour immuniser en partie au moins contre le COVID. Donc, nous pensons qu'on va quand même, sans être maintenant épidémiologue, on va vers une normalisation. Mais entre-temps, les banques centrales et les gouvernements sont quand même soutiennent l'activité économique et ce qui est aussi très positif et en fait ce qu'on constate c'est que les banques centrales ont fait quand même plus que disons à la limite qu'ils ont fait pendant la crise financière de 2008. En fait, en bas, le graphe en bas montre simplement la corrélation entre la performance des valeurs cycliques contre les défensives et les attentes, le business, les attentes sur le PMI, donc les attentes en termes de business expectations. Donc là, quand les attentes et ce qui augmente, naturellement, les valeurs cycliques commencent à avoir plus de le vent en poupe, donc commence à être favorisé. Et je pense qu'on est actuellement, qu'on tourne vers cet environnement-là. Donc, ce que nous voyons aussi comme positif. Et ce qui, comme les value investors, comme nous, sont quand même souvent aussi investis dans des sociétés industrielles, consumer cyclicals, ceci parle en notre faveur. Et maintenant, en novembre, le style d'investissement value a commencé à surperformer l'indice MSCI Europe Growth de façon assez dramatique. Nous le voyons sur une fenêtre un peu plus large. Donc, depuis le mars 18, le 18 mars 2020, en fait, c'était un peu le trough ou le plus bas du marché lors du lockdown. Et si je regarde notre stratégie, donc le fonds est en hausse à classe institutionnelle de 43,3% depuis le 18 mars. Donc, il y a quand même eu un rebond assez impressionnant du portefeuille et qui est au-dessus du marché en général et au-dessus de l'indice value. Depuis le début de l'année, on est toujours en négatif, comme vous le voyez ici. On est aussi derrière le marché, mais on surperforme l'indice value. Et je pense que ceci est dû au changement ou à l'évolution de notre processus d'investissement que nous avons réalisé pendant la pandémie. Donc, il y a trois facteurs. Donc, qui sont nos principes. Et le dernier evaluation, vous le connaissez, donc on a toujours été des value investors, c'est dans notre DNA, on va le rester. Mais ce qui est plus important, c'est la qualité
et la durabilité, donc les caractères ESG qu'on a mis beaucoup plus en avant et intégrés dans notre processus. Je vais un peu aller plus en détail là-dessus maintenant. Donc d'abord sur le quality. Donc, nous avons développé en interne un modèle qui mesure la qualité ou qui donne un quality score, donc une note en fait en termes à chaque société dans notre univers de plus que 15 valeurs en termes de qualité. Ce modèle propriétaire donc analyse 19 facteurs et ces facteurs sont distribués dans 4 catégories, donc profitabilité, croissance, payout et safety, donc sécurité. Profitabilité, là on mesure par exemple le return on equity ou le rendement sur fonds propres, la profitabilité nette. En termes de croissance, on mesure, et ne soyez pas étonnés quand on regarde la croissance, on regarde plutôt est-ce que les marges augmentent, donc la croissance des marges, est-ce que le rendement sur fonds propres augmente. En termes de payout, on préfère, on donne une cote plus élevée, une note plus élevée aux sociétés qui distribuent beaucoup de cash flow aux actionnaires qui n'ont pas besoin de beaucoup de financement externe, qui rachètent des titres par exemple. Et le dernier volet, c'est la sécurité. Donc, on préfère quand même, on donne des notes plus élevées à des sociétés moins cycliques et qui ont moins de dettes. Et ici, l'exemple de Husqvarna. Donc, Husqvarna, donc, comme vous le savez, c'est vous avez les tondeuses robots Husqvarna, mais aussi la marque Gardena, que vous connaissez peut-être. En fait, la société, et si vous regardez la ligne rouge en tant qu'exemple, ça c'est le quality score, donc la note de qualité de cette société, qui a nettement augmenté par rapport à la moyenne, à la société moyenne au courant des derniers mois. Et ceci est dû directement à la qualité du management. Par exemple, ils sont sortis, ils construisaient aux États-Unis des tondeuses qui étaient vendues sous le label d'autres sociétés, donc c'était du white labeling. Et des tondeuses à essence, c'est pas là où ils captaient beaucoup de valeur ajoutée. Ils sont sortis de cette activité pour se refocuser sur les tondeuses robots, sur la marque Gardena. Et je pense, là, ils ont beaucoup de succès. On le voit en termes de qualité. C'est une société qui a un score de qualité qui est 1 de 1, ça veut dire qui est un écart type au-dessus de la société moyenne. Donc, je pense que c'est un bon indicateur qu'on décompose aussi ici sur ce graphe dans les quatre familles. Ensuite, tout ce qui concerne donc l'investissement durable et ESG. Donc, nous ne venons pas ici en disant nous faisons du greenwashing, hein, donc nous ne faisons pas ça. L'objectif pour nous est d'avoir des sociétés qui ont une capacité bénéficiaire. Il s'avère que ce volet ESG est très important parce qu'il peut impacter la capacité bénéficiaire future d'une société. Donc, pour donner un exemple, une société qui a un problème réputationnel, pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les normes environnementales, parce qu'elles ne respectent pas en termes de droits de l'homme, la législation, la labor en termes de travail, ça aura un impact sur son chiffre d'affaires à terme, mais aussi sur ses marges, si elle est condamnée à payer quelque chose. Donc, je pense que ça doit faire partie
de notre réflexion sur une société et c'est exactement ce que nous faisons. Donc, on a un IHI Officer, Géraldine Valentine, que vous voyez, qui a aussi, donc on est signataire depuis quelques années du UNPRI. On utilise ISS-SX pour évaluer les sociétés et on engage, donc on parle aux différentes sociétés. Le dernier volet n'a pas vraiment changé parce que ça, c'est vraiment le cœur de la machine. Donc, on est des investisseurs value. Et le 7-step due diligence, donc les 7 étapes de due diligence que nous avons toujours fait, sont toujours les mêmes. Mais en même temps, on mesure parallèlement la valorisation d'une société aussi par rapport au marché, par rapport à la société moyenne. Et là, nous utilisons, pour le Value Score, nous utilisons 13 indicateurs. Mais nous continuons à construire des modèles, nous continuons à faire notre due diligence, donc là, rien n'a changé. Pour vous donner un exemple, c'est Lafarge, qui est un investissement que nous avons réalisé pendant la pandémie. Donc, ce que vous voyez, oui, donc, comme vous savez, Lafarge est le plus grand producteur de ciment dans le monde. Ils produisent le ciment, les agrégats et le ready-mix, le béton qui est ready-mix. Ils ont un bilan très solide, ils ont un historique de free cash flow positif. Mais ce qu'on a vu pendant la crise, c'est que pendant la pandémie, que les marchés dans la construction étaient à l'arrêt, mais il n'y a pas eu tellement d'annulation de commandes. Et on constate déjà maintenant, si on regarde les résultats de Lafarge, que les marchés de la construction ont déjà en partie rebondi et on va direction on rebondit vers des niveaux plus normaux à nouveau. Et Lafarge est un peu loin de la discussion IHI, comme notamment produire du ciment n'est pas une activité, est une activité qui a un impact environnemental, mais en même temps, la société fait beaucoup pour réduire son impact en CO2 et elle a un management excellent. Donc, le CEO, qui vient de la société suisse Sika, il a fait beaucoup de cost-cutting, il a une excellente réputation et vous voyez que le score de qualité augmente, a vraiment augmenté depuis son arrivée et en fait, la société est en même temps à une valorisation très intéressante. Si vous regardez côté droit, le value score, donc le score fondamental qui mesure en fait la valorisation par rapport au marché, on est à plus qu'un écart type moins cher que le marché en général. Pour une qualité qui est une qualité moyenne ou un peu supérieure à la moyenne que la société moyenne en Europe. Nous, en trouvant cela très intéressant, en même temps, vous avez une société, c'est la ligne bleue, qui est fortement délaissée par les investisseurs ou les analystes de la sell side. Donc là, on mesure un peu les upgrades, les analystes downgrades, etc. Donc, pour nous, c'est un exemple d'une société intéressante qu'on a pu avoir pendant la pandémie. Pour terminer, en fait, si je regarde les mesures que nous, en tant que value investors, aimons bien, ça c'est le CAPE, donc c'est le Cyclically Adjusted PE, donc c'est le ratio prix-bénéfice avec des bénéfices normalisés. Donc, si je regarde les États-Unis, on est à 33 fois. Si je regarde les autres marchés développés, on se traite à la moitié environ de cette valorisation. Donc, le marché européen aussi est bassement valorisé, nous semble bassement valorisé sur cette mesure
par rapport aux États-Unis. Et on a une croissance bénéficiaire maintenant qui arrive dans les d'une base plus basse, naturellement, qui arrive dans les secteurs plus cycliques. Donc, cet élastique, il est très tendu entre le value et le growth, et nous pensons que cette rotation va continuer. Et nous pensons aussi qu'avec notre framework qui inclut la qualité, les facteurs ESG, mais en même temps qui reste fidèle à notre DNA de value, nous pensons que nous sommes assez bien positionnés et en même temps, nous ne sommes définitivement pas maintenant endormis au volant. Nous continuons à trouver et à chercher et à trouver des nouveaux investissements et nous avons une approche plus positive et comme là, j'ai donné un quote de Wayne Gretzky, qui est un ice skater, ice hockey, joueur sur glace, skate sur glace, je ne sais pas en français, qui a eu beaucoup de succès dans le passé. Et en fait, l'idée est de dire qu'il faut être là où le pack il va être et pas où il a été. Donc, je pense qu'il faut regarder vers l'avant et nous avons ici, à notre avis, une très bonne opportunité de regarder vers l'avant pour nous. Donc, voilà. Merci beaucoup, Léon. C'était super. Est-ce qu'il y a des questions? Léon, peux-tu dire à quel niveau est la marge de sécurité en ce moment? Et la marge de sécurité est donc la décote de la société moyenne par rapport à sa fair value telle que nous la voyons. Et en fait, actuellement, on est à 34% de décote, ce qui montre et reflète un peu notre conviction que les titres value sont délaissés et se traitent à des valorisations très intéressantes. Très bien. Et un exemple d'une récente activité? Oui, actuellement, nous sommes assez occupés à une de nos sociétés dans le portefeuille, c'est Groupe 4S, donc la société de sécurité donc mondiale, mais basée en Angleterre, où il y a des offres de reprise que nous suivons de près et je pense que c'était un contributeur majeur pour notre performance. Un autre exemple est Hapag-Lloyd, qui est un des concurrents de A.P. Møller-Maersk. Ce qu'on voit dans le marché des bateaux à containers, qu'il y a une demande extrêmement élevée. Tout le monde a besoin de livraisons qui viennent de l'Asie. Donc cette route Asie-Europe et pour le moment, il y a beaucoup de demandes aussi. Asie, États-Unis. Et nous pensons que là, on a une société qui est très focusée sur les coûts, mais aussi qui génère beaucoup de cash flow, qui finalement est un grand profiteur de cette crise du Covid, si je peux m'exprimer ainsi. En même temps, il y a beaucoup plus de discipline actuellement dans cette industrie qu'il y a eu auparavant. Donc, il n'y a plus ce besoin absolu d'ajouter toujours des bateaux. Et il y a la formation d'alliances et beaucoup plus de discipline sur les prix. Donc, nous pensons que là, nous avons vraiment une société qui aussi elle a un quality score excellent, un value score excellent. Donc, nous sommes très confiants là-dessus. Très bien. Il n'y a plus de questions. Dans ce cas-là, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Léon. Et
C'est une très bonne journée. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter par email et je vous répondrai le plus rapidement possible. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.